Alors, c'est parti. Je vois qu'il est 19 h effectivement. 18 h, heureusement, sinon… 18 h, pardon. 18 h. Donc, bienvenue à tous. Bon, je vais attendre un peu avant de commencer, mais on va pouvoir parler un peu de nos actualités. Donc, merci de participer à notre 32e web atelier organisé par Patrimoine Environnement. Le web atelier s'intitule « À la découverte du droit de l'urbanisme » et il sera présenté par Monsieur de la Jartre, qui est docteur et maître de conférences en droit public à l'Université d'Angers. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, normalement, vous êtes un peu plus de 100 inscrits à ce web atelier. Et voilà, donc vous êtes à peu près 20 spectateurs. Pour l'instant, n'hésitez pas à tester l'espace de discussion qui se trouve en bas de votre écran. Et puis vous présenter, dire quelle association vous représentez, d'où vous venez. Voilà, donc c'est aussi cet espace qui va vous permettre de poser toutes les questions à notre hôte. Donc ce web atelier est organisé par Patrimoine Environnement, qui est une association nationale reconnue d'utilité publique pour la protection de l'environnement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on est une fédération d'associations qui œuvre pour la protection des patrimoines et des paysages. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? N'oubliez pas que ces webinaires sont gratuits, donc est ouvert à tous, tout public, tous ceux qui sont intéressés, et que nous vivons principalement grâce à nos adhérents. Donc n'hésitez pas à adhérer ou à faire un don à Patrimoine Environnement. Donc moi, je suis Blanche Courtois et je suis la remplaçante de Laurence Deboise pour quelques mois. Je suis aussi juriste et j'anime les web ateliers de Patrimoine Environnement donc, pendant cette petite période. Donc n'hésitez pas à me solliciter à la suite de ce web atelier si vous avez des questions juridiques, si vous avez besoin d'aide dans la rédaction de vos courriers, la recherche de subventions. Voilà, on appuie avec une structure nationale de vos associations. Donc, quelques petites précisions sur comment va se dérouler notre web atelier. Je vais donner la parole à Monsieur de la Jartre très bientôt, donc pendant un peu moins d'1 heure. Et pendant son intervention, vous allez pouvoir poser vos questions par écrit en utilisant l'espace de discussion, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure en bas de votre écran. Et en fait, je reprendrai toutes vos questions à la fin de l'intervention de Monsieur de la Jartre lors du temps de questions-réponses. Donc voilà. Donc en attendant quelques petites actualités de la fédération, donc pour les prochains web ateliers, en fait, on va faire la suite de ce web atelier qui s'intitulera À la découverte du PLU patrimonial, donc qui est vraiment la suite de ce web atelier qui sera aussi animé par Monsieur Lajartre, et donc qui est le mardi 23 mai, donc mardi prochain, de 18 h à 19 h 30, pareil, mêmes horaires. Donc les web ateliers, les inscriptions des web ateliers s'ouvrent 2 semaines avant chaque webinaire. Donc là, les inscriptions pour le prochain web atelier sont déjà lancées. Et vous pouvez vous inscrire normalement dans le lien qui s'affiche dans l'espace de discussion. Alors, je crois que vous n'avez pas les liens parce que Julie, je pense que tu peux mettre les liens, non pas aux tes panélistes, mais à tout le monde. Parce que je crois que tout le monde n'a pas les liens. Donc voilà, on a aussi la programmation des journées du patrimoine de Pays et des Moulins qui est en juin, qui est en ligne. Et donc, toutes les animations sont disponibles sur le site des journées des patrimoines des Pays et des Moulins. Et vous pouvez consulter donc, sur le site qui est dédié. Voilà, je crois que je vous ai dit à peu près l'essentiel. On va revenir à notre intervenant, donc Monsieur de la Jartre, comme je l'ai dit, qui est docteur et maître de conférences en droit public à l'Université d'Angers et qui va revenir aujourd'hui sur les bases et sur les outils du droit de l'urbanisme afin d'en comprendre tous les enjeux. Voilà. Eh bien, merci Blanche, et puis merci à la Fédération Patrimoine Environnement de m'avoir proposé de faire ce web atelier. Alors, je ne vous vois pas, et puis effectivement, Blanche m'a rassuré, je ne vais pas forcément avoir à suivre le chat au fil de ma présentation, et puis voilà, on aura un temps de discussion à la fin.
Alors, voilà, j'ai déjà été un peu présenté, donc je suis enseignant à l'Université d'Angers, donc enseignant à la base en droit public, et puis, mais bon, plus spécifiquement, j'y enseigne avant tout le droit de l'environnement, aussi un petit peu le droit de l'urbanisme, heureusement, sinon ce serait compliqué pour moi aujourd'hui d'intervenir. Et puis en tant qu'enseignant-chercheur, parce que bien sûr en tant qu'universitaire, je suis enseignant-chercheur, en fait je travaille beaucoup et presque exclusivement aujourd'hui sur les questions de patrimoine, donc de patrimoine culturel, mais aussi de patrimoine naturel. Donc là, évidemment, on peut dire que peut-être que les propos d'aujourd'hui s'adresseront un peu plus au bâti, mais bon, et encore, hein, on va le voir, le droit de l'urbanisme se saisit de tout. Voilà, donc, et pour terminer ce que j'ai à dire sur moi, bon, mon intérêt pour ces questions de patrimoine m'amène, alors d'une part, à participer un petit peu aux activités de la Fédération Patrimoine Environnement, puisque je contribue un petit peu à la préparation des journées juridiques du patrimoine que certains ou certaines peuvent connaître, qui auront lieu, je parle sous le contrôle de Blanche, mais je crois que c'est le 14 novembre 2023. Donc, on fait déjà un peu de pub pour celles et ceux qui seraient intéressés. C'est ça, hein, je crois que c'est le 14 C'est ça, novembre. le 14 novembre. Je viens de voir, je suis désolée, je n'avais pas activé les messages pour tout le monde, donc ça y est, tout le monde peut écrire normalement dans l'espace de discussion. Voilà. Voilà, et puis, bon, donc je participe un petit peu à ces journées juridiques, et puis effectivement, je siège, enfin, je dis ça, ça joue dans ma manière d'enseigner aujourd'hui, je siège dans quelques commissions que là aussi, peut-être certains ou certaines peuvent connaître, comme la commission départementale des sites et paysages pour le Maine-et-Loire, la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, donc pour les Pays de la Loire. Donc là, évidemment, je suis plutôt sur le volet patrimoine culturel ou paysager. Et puis, je suis aussi impliqué dans le conseil scientifique. Enfin, j'ai été président du conseil scientifique du Conservatoire des espaces naturels des Pays de la Loire. Donc là, vraiment, l'aspect patrimoine naturel et biodiversité. Voilà. Alors, je vois qu'il y a 41 participants ou une quarantaine de participants. J'espère que mon propos va vous intéresser. Il s'agit vraiment d'une introduction au droit de l'urbanisme. Donc, si par hasard vous rendez compte que vous savez tout ce que je raconte, je ne veux pas dire que n'hésitez pas à décrocher. Hein, voilà. En gros, il s'agit de l'introduction un peu au droit de l'urbanisme que je fais à mes propres étudiants, Master 1. Voilà, donc l'idée, c'est peut-être, si vous n'aviez pas encore forcément une perception du cadre général du droit de l'urbanisme, c'est de poser effectivement des grandes balises sur la manière dont le droit de l'urbanisme est organisé en France. Voilà, donc il y a des choses qu'on va voir, je vais le dire très rapidement dans l'introduction, et puis des choses qu'on ne verra pas, enfin que j'écarte sciemment. D'abord, tout simplement parce que, d'ailleurs, je n'ai pas démarré mon chrono, mais je vais quand même le faire. Il y a beaucoup trop de choses à voir. Enfin, le droit de l'urbanisme, c'est un champ juridique très, très large et qui en plus évolue beaucoup. Donc, l'actualité le densifie. Voilà, donc c'est parti. Alors, toc, voilà. Donc, voilà un peu le menu. Enfin, ce ne sont pas les parties, hein, c'est un peu les notions par lesquelles je vais passer. Alors, d'abord, tout simplement, hein, vraiment, c'est ce que je dis, je pars de très haut. Hein, donc, j'espère que ça vous conviendra. À quoi sert le droit de l'urbanisme, hein? Pourquoi finalement il y a une spécialité juridique aussi importante comme ça aujourd'hui? Ce qu'on va voir surtout, c'est comment il se structure. Bon, en tant que juriste, et il y en a peut-être d'autres, dont Blanche par exemple, qui sont juristes, mais bon, vous savez, il y a une hiérarchie des normes. On la retrouve nécessairement dans le droit de l'urbanisme. Donc, je verrai très rapidement quels sont les grands échelons. Et qui sont des échelons qui traversent les trois grands types d'urbanisme dont on peut parler. Si vous ouvrez un manuel de droit de l'urbanisme, assez classiquement, vous trouverez au moins trois grands chapitres. Le chapitre de l'urbanisme réglementaire, le chapitre de l'urbanisme opérationnel et le chapitre de l'urbanisme individuel. L'urbanisme individuel, je les reprends à rebours, c'est tout ce qui va relever des autorisations de travaux. Donc là, évidemment, c'est très important, hein, les permis de construire, les déclarations de travaux, les permis d'aménager, etc. J'en dirai, si on a le temps, un tout petit mot à la fin, puisque je vais plutôt me consacrer à l'urbanisme réglementaire. Donc, en fait, quels sont les grands champs de réglementation en matière d'urbanisme? Et puis, pour le coup, je laisserai vraiment de côté, je le dis tout de suite, faire trop de déçus, mais je laisserai vraiment de côté le champ de l'urbanisme opérationnel, qui est évidemment essentiel, hein, autant que les deux autres, mais qui est
très copieux, plutôt technique quand même si on peut aussi dire ça des autres volets. Derrière le champ de l'urbanisme opérationnel, c'est là que vous retrouvez, on verra ça d'ailleurs quand je vous présenterai le plan du Code de l'urbanisme tout simplement, mais c'est là que vous retrouvez toutes les procédures de ZAC, hein, les fameuses zones d'aménagement concerté qu'on retrouve à travers toute la France, les opérations de rénovation urbaine type en rue, bon, tout un tas d'outils, le lotissement, les règles pour lotir aussi. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses, hein. Alors d'ailleurs, il y a même des choses un peu plus surprenantes, entre guillemets, mais qui nous intéressent beaucoup à la Fédération Patrimoine et Environnement, puisque par exemple, le régime des secteurs sauvegardés, des plans de sauvegarde et de mise en valeur, il est dans le champ de l'urbanisme opérationnel, parce qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, ce n'est pas simplement un document patrimonial, c'est aussi un document d'urbanisme et c'est un document de projet. Voilà. Donc là, je vous le dis, hein, on va voir surtout l'urbanisme réglementaire sur cette fin de journée, peut-être un tout petit peu des éléments d'information sur l'urbanisme individuel, mais je ne parlerai pas de l'urbanisme opérationnel. Et puis effectivement, tout ça, ça pose la question de savoir à qui on s'adresse quand on fait du droit de l'urbanisme. Enfin, il est pour qui, hein, voilà, et concrètement, il s'agit bien sûr de voir si certaines communes sont concernées, pas d'autres, comment ça se fait. Voilà. Et ça nous mènera surtout au champ des réglementations locales. Puis effectivement, du coup, la semaine prochaine, pour celles et ceux que je n'aurais pas dégoûté de continuer, on pourra faire une plongée un peu plus précise dans le document d'urbanisme local par excellence, qui est le plan local d'urbanisme, mais pas pour l'approfondir de manière un peu multithématique, pour voir en quoi le document d'urbanisme peut être lui-même un document de protection des patrimoines. Donc, il y a d'autres outils de protection des patrimoines qui ne sont pas directement rattachés au Code de l'urbanisme, mais le PLU peut faire un certain nombre de choses. Voilà. Alors, voilà. Alors, vraiment quelques évidences, mais bon, qui ne sont pas inutiles hein, quand même. Hein, le droit de l'urbanisme, voilà, on le définit, enfin, c'est une définition classique, il y en a d'autres, mais comme le droit de l'occupation des sols et de l'aménagement de l'espace, je vais déplacer la petite vignette, voilà. Voilà, alors on va le voir, hein, c'est pas simplement qu'un outil technique de gestion du foncier, hein, vous le savez, le droit de l'urbanisme tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale, c'est aussi un droit de projet urbains, de projets territoriaux, et entre autres les documents d'urbanisme locaux vont permettre de le matérialiser. C'est un droit qui est à la croisée de très très nombreux autres droits, hein, c'est une espèce de gare d'aiguillage donc de tout un tas d'autres spécialités juridiques qui viennent se greffer, qui viennent en satellite autour du droit de l'urbanisme. Hein. Alors, le droit de l'environnement, le droit du patrimoine, évidemment, mais évidemment aussi, alors j'espère que je n'ai pas laissé trop d'abréviations, hein, le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, donc le droit des collectivités territoriales, le droit de la construction, le droit rural, enfin, on pourrait continuer, hein, bien sûr, le droit, par exemple, du domaine public aussi, des collectivités publiques. Voilà, en fait, c'est vraiment un droit qui fait converger vers lui un certain nombre de réglementations qui sont issues d'autres codes. Alors, c'est aussi une police administrative, hein, au sens où on l'entend on va dire en droit administratif général. Hein, il y a ce qu'on appelle des polices administratives générales et des polices administratives spéciales. Bon, faut entendre à la fois des régimes réglementaires et aussi qui ont pour but souvent de viser l'ordre public, mais qui peuvent avoir d'autres buts. Et effectivement, cette police que représente le droit de l'urbanisme, et c'est la même chose avec le droit de l'environnement, par exemple, elle a pas pour objectif, parce que l'objectif, c'est l'intérêt général visé par les collectivités, mais elle a en tout cas pour effet de restreindre le libre usage du droit de propriété. Évidemment, quand on sait ça, on comprend bien du coup pourquoi beaucoup de règles viennent contingenter, paramétrer le libre usage du droit de propriété, hein, dont vous savez qu'en France, il a une valeur très très forte puisqu'il est reconnu par la Constitution française, hein, puisque dès 1789, il a été écrit que le droit de propriété est un droit inviolable et sacré. Et comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a une valeur constitutionnelle encore aujourd'hui, hein, devant n'importe quel tribunal, donc effectivement, le droit de propriété, il est fortement protégé.
Ce qui veut dire que quand on vient restreindre l'usage du droit de propriété, par le biais du droit de l'urbanisme, entre autres, ça va être possible, mais il va aussi falloir motiver. Ça joue par exemple sur les questions de légalité. Il va falloir motiver ce qui va porter atteinte au libre usage du droit de propriété. Alors, le droit de l'urbanisme, hein, c'est très schématique, mais on peut quand même dire qu'il permet de répondre à deux questions. Hein, alors, il n'y a pas que l'enjeu de la construction, justement, il y a aussi l'enjeu de la non-construction, mais par effet miroir, voilà, quand on autorise à construire quelque part, c'est qu'on a peut-être aussi interdit de construire à d'autres endroits. Donc, c'est vraiment une question essentielle. Hein. Où peut-on construire? Alors, construire, hein, voilà, construire du bâtiment, construire des équipements, construire des infrastructures. Bon, avec un mot qui a un sens très fort aujourd'hui, derrière, artificialiser voilà, donc de l'espace. Et puis, bien sûr, du coup, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut construire, hein. Et évidemment, vous le savez sûrement, mais du coup, c'est des questions qui peuvent être très vite liées. Hein. Par exemple, assez logiquement, par exemple, aujourd'hui, dans les espaces agricoles, l'idée, c'est plutôt de restreindre les constructions uniquement aux bâtiments agricoles, voilà, pour limiter la consommation des espaces agricoles et puis tout un tas d'effets pervers qui pouvaient être liés au mitage du territoire. Voilà, puis on va voir que le cadre juridique du droit de l'urbanisme, bien sûr, il dépend du code, mais il dépend aussi des règles produites par les collectivités locales. Mais en fait, toutes les collectivités ne produisent pas de règles locales. Hein. Et donc, par exemple, toutes les collectivités n'ont pas, bien sûr, de plan local d'urbanisme ou même ce qu'on appelle une carte communale, ce qu'on pourrait appeler un mini PLU. Hein. Donc, il y a un certain nombre de collectivités qui n'ont pas de planification locale. Évidemment, je le dis tout de suite. Du coup, ça veut dire que le code de l'urbanisme que je vais vous présenter en première partie, il joue un rôle essentiel, puisque c'est principalement avec le code de l'urbanisme que va se gérer l'urbanisme dans les territoires où il n'y a pas de PLU, PLUI ou de carte communale. Alors, je suis allé chercher, je ne l'avais pas en stock, mais du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Bon, il ne s'agit pas de tout commenter, mais des données un peu récentes hein, sur justement la manière dont les communes françaises sont couvertes ou pas par un document d'urbanisme. Hein, comme c'est un critère important ensuite comment dire, dans la constitution du droit de l'urbanisme. Hein, est-ce qu'il n'y a que le code qui s'applique ou est-ce qu'il y a le code et autre chose? Donc, vous voyez que sur 35 000 communes en France, hein, ça a un petit peu baissé là depuis quelques années, il y en a quand même encore plus de 9 000, hein, presque 9 200 qui n'ont aucun document d'urbanisme local. Hein. Donc, c'est vrai que quand on pense au PLU ou éventuellement à la carte communale, il ne faut pas oublier ces 9 000 communes qui n'ont pas de document d'urbanisme. Bien sûr, la majorité, vous le voyez, 26 820 ont un document d'urbanisme. Et donc, avec des pourcentages de territoire. Hein, donc, en gros, un quart du territoire français n'a pas de document d'urbanisme. Les trois quarts ont un document d'urbanisme. Et puis, vous voyez en dessous que, bon, bien sûr, il y a avant tout des PLU. Mais il y a aussi, vous le voyez, par exemple, 3000 communes qui ont ce qu'on appelle une carte communale. Alors, PLU ou PLUI, bien sûr, aussi. Puis, il y a encore, je ne savais même pas qu'il en restait, parce que pour moi, ça avait disparu, mais visiblement, il y a encore 22 communes qui ont un poste qui doit être logiquement en cours de transformation en PLU, puisque pour moi, c'était voilà. Donc ça, c'est un critère important ensuite pour savoir de quoi est fait le droit de l'urbanisme. C'est une donnée importante, on va dire. Voilà. Alors, toujours dans l'introduction, bon, là, quand je suis avec mes étudiants, ça me prend une séance de 3 heures. Donc là, ce sera pas 3 minutes, mais voilà. Quelques grandes dates, hein, mais c'est vraiment. Bon, elles ne sont pas choisies de manière aléatoire, mais bon, n'empêche qu'on pourra en rajouter d'autres, bien sûr. Voilà, alors, on considère que le droit de l'urbanisme moderne, il y a à peu près un siècle. Et bien sûr qu'avant, il y avait déjà des règles d'urbanisme, il y avait déjà des villes qui s'étaient dotées de documents d'urbanisme, hein, des grandes villes, bien sûr. Mais bon, en 1919, il y a les lois Cornudet, et donc, entre autres, elles vont imposer, par exemple, que les villes de plus de 10 000 habitants se dotent de documents d'urbanisme. Bon, voilà, je ne vais pas commenter toutes les dates. Hein, ce qu'il faut voir dans ces dates et puis dans les quelques mots qui résument,
c'est par exemple, bon, d'une part, l'enjeu de la planification. Je viens de l'évoquer avec les lois Cornudet, mais en 67 naissent également les plans d'occupation des sols. Derrière cet enjeu de la planification, assez articulé à lui, il y a aussi l'enjeu de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales, puisque effectivement, je n'aurai pas forcément l'occasion de le redire, mais une commune qui n'a pas de document d'urbanisme n'a pas la compétence permis de construire. Donc, en gros, ce n'est pas le maire qui signe au nom de la commune les permis de construire pour les 9190 communes, si je me souviens bien, qui n'ont pas de document d'urbanisme local. Alors que quand une commune a un document d'urbanisme local, normalement, elle a récupéré la compétence permis de construire. Donc, le maire signe les autorisations en droit des sols, en son nom, c'est-à-dire au nom de la commune. Donc, voilà, ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu important parce qu'évidemment, vous doutez bien que selon que c'est en gros l'État qui signe les permis de construire ou la commune qui signe les permis de construire, on peut parfois penser que peut-être les bases de raisonnement ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors 85-86, et je mettrai avec un peu les lois Grenelle de 2009 et 2010, des lois donc à 15 ans d'écart, non, c'est ça, ou 25 ans d'écart, attendez, oui, 25 ans plutôt, on va dire, qui font entrer les enjeux environnementaux dans le droit de l'urbanisme. Donc, il y a des réglementations qui sont dans le code de l'environnement et qui viennent se greffer dans le droit de l'urbanisme, enfin, qui viennent, oui, se greffer dans la vie du droit de l'urbanisme, mais dans le code de l'urbanisme lui-même, maintenant, il y a des législations qui imposent un certain nombre d'objectifs. Alors, les lois montagne et littoral, ce ne sont pas des lois uniquement de protection de l'environnement, elles ont d'autres objectifs, aussi, on va dire de développement durable. Mais néanmoins, voilà, on s'en doute si elles ont été votées, et pour la loi montagne largement remaniée un peu depuis. Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'enjeux autour de la loi littorale, surtout aujourd'hui avec les enjeux d'érosion et de submersion en zone littorale. Voilà. Mais néanmoins, aujourd'hui, le droit de l'urbanisme doit faire avec la protection de ces grands espaces à haute valeur paysagère, à haute valeur naturelle. Et les lois Grenelle l'ont rappelé, mais en introduisant, par exemple, l'outil de la trame verte et bleue dans le droit de l'urbanisme. Alors, les 3 dernières dates, là, 2000, 2014, enfin, même en 2010 aussi, puis bien sûr la plus récente, la loi climat et résilience, elles ont plusieurs objectifs, mais il y en a un qui est vraiment maintenant devenu la boussole imposée aux collectivités, c'est la maîtrise de la consommation foncière. Donc, ça démarre avec la loi SRU en 2000, qui est quand même, on va dire, la première loi à dire que les communes et les intercos doivent ralentir leur consommation foncière, densifier, reconstruire la ville sur la ville plutôt que de l'étendre. Alors voilà, après, il y a des choses qui peuvent se discuter, mais bon, en gros, la ville verticale plutôt que la ville horizontale, la ville dense plutôt que la ville en tache d'huile. Donc, la loi Allure en 2014, donc SRU, c'était Solidarité, Renouvellement Urbain. La loi Allure, c'est Accès au logement et urbanisme rénové. On remet une couche. Et puis alors, la dernière couche qui fait un peu plus mal pour les communes à ce niveau-là, c'est la loi Climat et Résilience, qui introduit légalement désormais ce qui était un objectif politique avant, mais qui devient maintenant une obligation juridique, c'est-à-dire le zéro artificialisation nette, avec un calendrier, puisque donc d'ici 2031, comme je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais voilà, d'ici 2031, les collectivités locales devront avoir diminué par 2 le rythme de consommation foncière. Oui, c'est ça, 2021, donc 2031. Donc, sur les 10 ans 2021-2031, le rythme de consommation foncière aura dû être divisé par 2 par rapport à ce qu'il était sur 2011-2021. Et puis, il y a carrément, en 2050, un zéro artificialisation. Donc, avant d'atteindre le zéro, voilà, il y a une échéance qui n'est pas le zéro, mais qui est quand même une échéance forte. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner aussi une idée de grandes tendances qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le droit de l'urbanisme et qui amènent vraiment, là, depuis quelques années, à repenser quand même de manière très, très forte la manière de faire la ville. Alors, quand je dis la ville, c'est la ville et le village. En soi, tout territoire est concerné.
évidemment, forcément, il y aura des petites différences par rapport au diagnostic de départ et donc aussi et puis aux besoins d'aménagement. Mais bon, néanmoins, il y a pas de différence qui est faite entre un petit village et la métropole lyonnaise ou lilloise. Voilà, alors, j'en arrive presque à la fin de l'introduction. Euh, euh, donc, si vous avez des choses qui vous interrogent, hein, mettez ça de côté. Là, je me garde bien de regarder la discussion pour le moment. Oui, si vous avez des questions, vous pouvez. J'aurai peut-être pas de réponse à tout, hein, loin s'en faut. Alors, pour rester aussi sur des grandes généralités sur le droit de l'urbanisme, bon, effectivement, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le système juridique, hein, quel qu'il soit, pas forcément que dans le champ de l'urbanisme, bon, il y a bien sûr une distinction qui est faite dans la hiérarchie des normes enfin, entre le national et le local, les décrets et puis les normes locales. Alors, je le dirai après, bien sûr, il peut aussi y avoir un échelon international, mais bon, pour le moment, je m'arrête à ça. Donc, en droit de l'urbanisme, c'est vrai qu'on a quand même deux échelons principaux, hein, l'échelon national. Donc là, j'ai mis un petit schéma qui est pas de mon cru, hein, mais voilà, qui reprend un peu ça. Hein, donc sur la partie, alors moi je vois mal les couleurs, mais un peu rouge, du dessus, socle législatif, socle réglementaire. Bon, on va dire qu'on est plutôt sur l'échelon national, même si dans le socle réglementaire, ils ont mis quand même des tas de documents locaux. Mais voilà, bon, il y a en tout cas il y a un échelon national et il y a un code. Mais ce qui fait la marque de fabrique du droit de l'urbanisme, c'est qu'il y a beaucoup de réglementations locales avec deux niveaux principaux. On va surtout en voir un, mais bon, bien sûr, il y a le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et puis le plan local d'urbanisme. Bon, voilà, après, il y a les cartes communales, mais on va le voir, il y a aussi tout un tas de planifications qui gravitent autour de ces documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire, qui sont donc sectoriels, hein, souvent liés à des thématiques, mais qui ont une influence sur ces documents d'urbanisme. Hein, donc, c'est ce que j'ai mis là. Hein, voilà, il y a beaucoup de planifications sectorielles liées donc au droit de l'urbanisme, qui ne sont pas forcément issus du code de l'urbanisme, qui peuvent être issus du code de l'environnement, par exemple. Pour beaucoup, hein, il y en a pas mal qui viennent du code de l'environnement. Et j'en profite pour tout de suite donner une petite précision de vocabulaire. C'est pas très drôle à écouter, mais en droit de l'urbanisme, il faut toujours faire attention aux rapports qui peuvent exister entre soit les documents, les niveaux, par exemple, là, de documents qu'on peut avoir à différentes échelles géographiques, ou éventuellement parfois entre documents et autorisations individuelles. Je dis qu'il faut faire attention à ces rapports parce que, pour faire court, il y a deux rapports qui fonctionnent en droit de l'urbanisme, le rapport de conformité et le rapport de compatibilité. Donc ça, c'est un peu technique, mais ça veut dire que quand vous avez simplement un rapport de compatibilité entre un document inférieur et un document supérieur, bah, bien sûr, du coup, il faut que le document inférieur respecte le document supérieur, qui est souvent supérieur géographiquement, mais c'est dans un rapport de compatibilité. Ce qui veut dire que le document du dessous, bon, doit respecter les grandes lignes, les grands principes, les grands objectifs. Voilà. L'idée, c'est ça. Alors évidemment, hein, quand on rentre dans le détail et quand on regarde aussi la jurisprudence, c'est souvent un petit peu plus compliqué, mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est que dans un rapport de compatibilité, il y a une marge de manœuvre qui est laissée au document du dessous par rapport au document du dessus. Hein, donc concrètement, par exemple, tout à l'heure, je vous parlerai très vite d'une charte de parc naturel régional. Elle est au-dessus du SCOT ou au-dessus du PLU, mais elle ne s'impose au SCOT ou au PLU que dans un rapport de compatibilité. Alors que par contre, quand une mairie donne un permis de construire, lui, le permis de construire, il doit être conforme aux documents d'urbanisme. Et donc là, la conformité, c'est évidemment un respect parfait. Hein, je dis parfois à mes étudiants, si vous jouez encore au Lego, la conformité, c'est l'emboîtement des tout petits Lego, c'est au millimètre près, alors que la compatibilité, c'est les gros Lego de votre petit frère ou votre petite sœur, hein, les espèces de… Voilà. Donc, c'est des grosses briques. Voilà, et des fois, ça s'emboîte un peu de travers, mais ça s'emboîte quand même. Donc voilà, ça, c'est aussi un élément qu'il faut avoir en tête quand on cherche un peu à comprendre comment ça fonctionne. Voilà, alors, je me permets d'attaquer
il y aura donc en gros deux parties, puis si j'ai un peu de temps, il y aura deux, trois diapos juste simplement sur les autorisations individuelles. Donc, première partie sur le niveau national. Donc, là, on est dans un système classique où il y a bien sûr en France un code. Aux dernières nouvelles, je crois que sur Légifrance, on peut aller consulter 78 codes qui s'appliquent sur le territoire français. Donc, bon, le code de l'urbanisme, je crois que c'est l'avant-dernier sur le menu déroulant de Légifrance. Donc, bien sûr, il y a un code de l'urbanisme donc depuis les années 1950, qui était le code de l'urbanisme et de la construction au départ, et puis ils ont été séparés. Alors, je vais tout de suite au niveau du code, une manière de dire que, vous le voyez, je l'ai mis, globalement, on est dans un champ du droit français où il y a quand même très, très peu de droit international ou de droit européen qui s'applique directement. Il y a des tas de réglementations qui ont des impacts, bien sûr, ensuite sur les politiques d'urbanisme, mais ce n'est pas du tout aussi marqué que ça l'est, par exemple, en droit de l'environnement. Moi, je fais du droit de l'environnement. À la base, je suis plutôt ce qu'on appelle un interniste, c'est-à-dire que je suis venu par le droit interne, le droit français, mais de toute façon, je fais en permanence du droit international ou du droit européen quand je fais du droit de l'environnement. Alors que quand je fais du droit de l'urbanisme, effectivement, vraiment, on part du code. Il n'y a pas de grande réglementation ou de grande directive vraiment dédiée au droit de l'urbanisme à l'échelle européenne, par exemple. Bon, donc c'est plutôt bien. Pour une fois, on a un élément un peu de simplification. Alors, je l'ai dit tout à l'heure un peu en intro, mais je me permets de le rappeler, le code de l'urbanisme est un code très copieux, très volumineux, mais encore une fois, viennent circuler autour des règles nationales que met en place le code de l'urbanisme, tout un tas d'autres règles nationales qui sont issues d'autres codes. Donc, je me suis référé déjà au code de l'environnement. Par exemple, la législation, vous pouvez la connaître si vous êtes déjà passionné par les questions de patrimoine et de paysage, la législation sur les sites classés et inscrits, qui est dans aux articles L341-1 du Code de l'environnement, elle a un impact sur la manière dont la collectivité va mener sa politique d'urbanisme, puisque, par exemple, tout bêtement, chaque autorisation de travaux dans un site classé ne pourra être donnée, par exemple, si la mairie le veut, si elle veut donner le permis de construire, que si l'État lui-même a autorisé les travaux en amont. Vous avez aussi tout le régime des plans de prévention des risques naturels ou des plans de prévention des risques technologiques qui est issu du Code de l'environnement et qui, évidemment, va peser aussi sur la manière dont le droit de l'urbanisme va se mettre en place à l'échelle locale s'il y a un risque naturel ou un site industriel dangereux. Bien sûr, un autre code que je ne peux que citer aujourd'hui, c'est le code du patrimoine. Comme il y a un code du patrimoine qui a presque 20 ans aujourd'hui, il y a tout un tas de dispositifs juridiques, les monuments historiques et leurs abords, les sites patrimoniaux remarquables, le patrimoine archéologique également, par exemple, qui sont visés par des réglementations du code du patrimoine, mais qui vont s'imposer d'une certaine manière aussi au sein du droit de l'urbanisme, donc un peu en parallèle du code de l'urbanisme. Et puis dans un autre genre, il y a aussi tout ce qui touche à la santé publique, par exemple, puisque dans les documents d'urbanisme locaux, si vous en avez peut-être déjà feuilleté, dans les annexes, par exemple, vous avez une annexe sanitaire qui met en place tout le système, tout le zonage en matière d'eau potable et d'assainissement, puisqu'en gros, l'idée, c'est qu'on ne peut pas construire si on n'est pas raccordé soit au réseau d'eau potable, soit au système d'assainissement collectif. Et bien sûr, il y a des dérogations, puisqu'on peut avoir des dispositifs d'assainissement non collectif. Donc voilà, vous l'avez compris, en fait, il y a pas mal de codes qui sont, bien sûr, à la base… sans lien avec le code de l'urbanisme, mais qui, par un certain nombre de leurs réglementations, vont contribuer à modeler la politique d'urbanisme à l'échelle locale, et entre autres, à travers cet outil qu'on appelle les servitudes d'utilité publique, puisque une grande partie des choses que je viens de citer, et je pourrais en citer encore d'autres, d'ailleurs j'en ai mis quelques exemples, constituent des servitudes d'utilité publique, qui sont donc souvent imposées par l'État, pour ne pas dire tout le temps imposées par l'État, pour un enjeu collectif d'intérêt général, la protection de l'environnement, la santé, le patrimoine, mais aussi le besoin de gérer les équipements en matière d'énergie, en matière de transport. C'est aussi le régime du domaine public fluvial, maritime. Donc voilà,
tous ces régimes de servitude d'utilité publique ou ces régimes juridiques, comme celui du domaine public par exemple, vont avoir un impact très fort sur la manière dont le code de l'urbanisme va fonctionner, puis ensuite à l'échelle locale. Hop, pardon. Hop, voilà. Alors, je suis désolé d'être aussi simpliste, mais ça ne fait jamais de mal de regarder le plan d'un code. Voilà. Parce que bon, parfois, en fac de droit, on a un peu tendance à acheter tout de suite nos étudiants sur la dernière jurisprudence du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, mais bon, qui bien sûr est essentiel pour mieux comprendre comment on applique tel article ou tel régime juridique. Mais bon, la base, c'est justement le code. Et puis après, bien sûr, les documents locaux. Donc voilà, là, vous avez le plan avec, en gros, d'ailleurs, ce que j'évoquais tout à l'heure, en termes de structuration du droit de l'urbanisme. Je disais, il y a le droit de l'urbanisme réglementaire, le droit de l'urbanisme opérationnel, le droit de l'urbanisme individuel. Donc, livre 1, c'est le droit de l'urbanisme réglementaire. Livre 2 et 3, qui sont dédiés, donc, vous le voyez, d'une part au droit de préemption et aux réserves foncières, au régime juridique des réserves foncières, ainsi que le livre 3, donc ça, c'est l'urbanisme opérationnel. Et puis les livres 4 et 5, c'est l'urbanisme individuel, donc avec, on va dire, les régimes de droit commun, en gros, surtout dans le livre 4, et puis des régimes particuliers pour certains types d'établissements, d'entreprises. Voilà, enfin, je sais pas, quand on est grande surface commerciale, quand on est établissement recevant du public, par exemple, il y a des régimes juridiques particuliers de permis de construire. Enfin, il y en a plein. Enfin, voilà, il peut y avoir aussi, par exemple, on en parle beaucoup aujourd'hui, des régimes particuliers pour les structures de production d'énergie renouvelable. Voilà, l'idée étant d'accélérer, comme vous le savez, depuis mars dernier, la mise en place des équipements d'énergie renouvelable. Et puis, vous le voyez, ce n'est pas anodin. À ma connaissance, mais je n'ai pas ouvert les 78 codes français. C'est le seul code, enfin, moi, c'est le seul que j'utilise, qui a un livre entier dédié au contentieux. Voilà, il y a un livre 6, dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme, ce qui est évidemment la marque qu'il y a beaucoup de contentieux et que, du coup, le gouvernement et le Parlement ont voulu le gérer, ce qui, vous le savez peut-être de manière concrète, si vous avez été confronté à des contentieux en urbanisme, permet de découvrir en fait que il y a tout un tas de choses trappes qui ont été mises en place, plutôt pour restreindre les recours en matière, par exemple, de permis de construire. Bon, voilà, c'est fait pour la sécurité juridique des autorisations d'urbanisme, et donc ça peut avoir tendance, bien sûr, à limiter les possibilités de recours en matière d'urbanisme. Voilà, je regarde l'heure pour aller assez vite sur cette première partie. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le code une fois qu'on a vu le plan? Alors, vraiment à grande ligne aussi, moi, ce que je dis à mes étudiants, encore une fois, si vous prenez des manuels ou j'ai regardé d'ailleurs il n'y a pas longtemps là, une ou deux vidéos d'un collègue de Toulouse, Grégory Calflèche, qui a un ouvrage en droit de l'urbanisme. Et en fait, je suis tombé sur ses vidéos. Si vous voulez approfondir, je vous renvoie à ces vidéos, puisqu'il filme ses cours, il a fait filmer ses cours, et donc vous pouvez vraiment assister à ses cours et à vraiment avoir tout un tas de développements. Donc, il parle un peu différemment du droit de l'urbanisme par rapport à moi. Alors, moi, ce que je souligne auprès de mes étudiants, c'est que dans le code, on a des exigences nationales, puisque c'est le code, mais à géométrie variable. Donc, c'est un peu bizarre, puisqu'on dit toujours que la loi est la même pour tous. Ça, c'est un principe, bien sûr, de notre état de droit. La loi est la même pour tous, mais en fait, le code organise lui-même une applicabilité un peu caméléon de la loi. Alors, évidemment, je fais ça à grands traits, ça dépend des régimes juridiques auxquels on s'intéresse. Il y a tout un tas de régimes juridiques qui sont exactement les mêmes, qu'on soit en plein cœur du Vercors ou à Nantes. Je pense par exemple à ce que doit contenir un dossier de PLU, aux délais qui sont donnés aux administrations pour instruire une déclaration de travaux. Je mets les exceptions à part, mais c'est 1 mois. Un permis de construire pour une maison individuelle, c'est 2 mois. Voilà, là, il n'y a pas de géométrie variable pour ce genre de choses. Par contre, dans des règles essentielles que je vais rapidement évoquer après,
sur en gros, la manière, entre autres, les critères pour autoriser des constructions. Là, on peut avoir évidemment des variantes selon, entre autres, on va le voir, c'est sur la diapo, selon qu'il y a un document d'urbanisme ou pas. Donc, en gros, selon qu'on est sur les 75% du territoire qui ont un PLU, un PLUI ou une carte communale, ou sur les 25% du territoire qui n'ont rien, bah, donc, du coup, forcément, les règles posées par le code vont fonctionner un peu différemment. Donc, c'est ce que j'ai mis sur on va dire le troisième pavé là, sur la diapo. Donc, il y a vraiment un rôle forcément du code de l'urbanisme et entre autres de ce morceau du code qu'on appelle le RNU, le Règlement national d'urbanisme, un rôle qui est essentiel pour toutes ces communes, les 9190, qui n'ont pas de document d'urbanisme. Voilà, alors ça c'est une manière de dire que les exigences effectivement sont un peu à géométrie variable. Alors néanmoins, je ne vais pas vous le mettre à l'écran parce que le temps passe vite, mais toute politique locale d'urbanisme et de manière générale, voilà, la politique publique en matière d'urbanisme doit répondre à un principe d'équilibre qui est posé par l'article L101-2. Le L101-1, c'est le territoire fait partie du patrimoine commun de la nation. C'est toujours intéressant de le rappeler, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de patrimoine commun. Donc, le territoire, c'est un patrimoine commun de la nation. Et puis ensuite, le L101-2, là, je ne vous le mets pas à l'écran, mais effectivement, fait une liste de plusieurs dizaines d'items et donc d'objectifs que doivent chercher à atteindre les politiques d'urbanisme à l'échelle nationale, mais aussi, bien sûr, à l'échelle locale, à tout niveau. Et forcément, on retrouve tout ce dont on a besoin sur un territoire pour vivre, nous habitants, nous acteurs économiques, nous administrations, nous associations. Donc voilà, du logement, du commerce, des équipements, des infrastructures de production d'énergie, de l'agriculture, enfin voilà, tout y passe. Donc, c'est une manière de dire que, évidemment, même quand on est un peu obsédé par un enjeu, au hasard, par exemple, le patrimoine ou l'environnement, c'est vrai que de toute façon, cet enjeu-là, il faut le mixer et il faut l'équilibrer avec tous les autres qui ont, sur le principe, autant de valeur. La production de logements, la production, je dirais, d'activités économiques, d'emplois, oui, ça pèse aussi lourd. Et bon, l'idée, c'est justement de ne pas les opposer. Ça va de soi. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'un contre l'autre, mais il faut bien se dire que moi, mon image, c'est toujours une espèce de table de mixage, comme un ingénieur son en aurait, et il y a des dizaines de curseurs à régler. Il faut trouver le réglage parfait. Voilà, alors, pour avancer sur ce code, donc, effectivement, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, il y a une application à géométrie variable parce que vous avez des règles qui sont absolument impératives. Donc, par exemple, les règles en matière de délai, en matière de constitution, de procédure, souvent, elles sont impératives. Par contre, sur certains aspects plus qualitatifs, finalement, la collectivité va pouvoir non pas s'écarter du code, mais mettre le code à sa sauce. Alors, encore une fois, au passage, quand elle élabore son document d'urbanisme, elle le fait dans le cadre du contrôle de légalité exercé par la préfecture et par les services de l'État. Donc, c'est aussi à l'État de vérifier que la marge de manœuvre que le code laisse à chaque collectivité quand elle élabore son PLU se fait quand même, bien sûr, dans le respect des objectifs nationaux fixés par le code. Mais néanmoins, voilà, il y a un mix dans le code de l'urbanisme entre beaucoup de règles impératives et des règles qui sont effectivement un peu plus permissives. Et puis, pour terminer avec l'application à géométrie variable, ce n'est pas à géométrie variable, mais dans le code, vous avez des lois nationales, mais qui ne s'appliquent bien sûr qu'à certaines parties de territoire. Voilà, je les ai citées tout à l'heure, ça va de soi, la loi littorale et la loi montagne s'appliquent à des espaces particuliers. Bon, voilà, il y a quelques lois qui s'appliquent à des types d'espaces particuliers. Mais bon, je pense surtout à la loi littorale et la loi montagne qui voilà, s'appliquent sur les massifs montagneux et sur le littoral français et accessoirement, pour la petite histoire, sur les rives des lacs de plus de 1000 hectares. Donc, on peut avoir une application de la loi littorale en pleine montagne. Voilà. Alors, dernière diapo sur donc, un morceau de ce code, donc, qui est le fameux RNU.
dont peut-être certains ou certaines ont déjà entendu parler. À une époque, d'ailleurs, on parlait des marnus, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les cartes communales. Avant, ça s'appelait les marnus, les modalités d'application du règlement national d'urbanisme. Il y avait le RNU qui était présent, donc en modalité d'application. Donc voilà, maintenant, cette appellation n'existe plus, il s'agit des cartes communales. Alors le RNU, je n'ai pas mis les références, peut-être je l'avais mis sur la diapo d'avant, oui, mais pas entièrement, c'est pas grave. Donc, c'est dans la partie réglementaire, partie législative et puis deux parties réglementaires. Donc, dans la partie réglementaire, la partie des décrets codifiés, voilà, vous avez un certain nombre de règles, tout un chapitre qui s'appelle Règlement national d'urbanisme et qui constitue un peu le socle comment dire, entre autres d'instruction des demandes d'urbanisme. Donc, alors, ces règles s'appliquent intégralement à toutes les communes qui n'ont pas de document d'urbanisme. Je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est parce que c'est essentiel et il faut se souvenir qu'il y en a 9000 en France et que ça fait 25% du territoire. Donc là, parmi ceux et celles qui nous écoutent, il y en a peut-être qui sont concernés par des communes où il n'y a pas de document d'urbanisme local. Donc, effectivement, quand il y a des projets, quand il y a des travaux à demander, c'est instruit sur la base de ce règlement national d'urbanisme. Et puis, ça s'applique, on va dire, partiellement pour les communes qui ont un document d'urbanisme, donc une carte communale ou un PLU ou un PLUI. Puis pour les communes qui sont donc sans document d'urbanisme, ça aussi pourrait faire, enfin, le fait qu'on applique le règlement national d'urbanisme, c'est pas qu'une grille d'analyse des demandes de travaux, c'est aussi que ça a un effet sur ce qu'on appelle la constructibilité limitée, c'est-à-dire que les communes qui sont au RNU, en gros, on restreint fortement leur potentiel de construction, dans l'idée que si elles veulent se développer et si elles ont vraiment, pourquoi pas, finalement des possibilités de développement, dans ce cas-là, il faut qu'elles s'attellent à la réalisation soit d'une carte communale, soit d'un plan local d'urbanisme. Alors, vous avez sur le côté droit de la diapo l'essentiel des grands thèmes qui sont traités par le règlement national d'urbanisme, mais qui sont en fait après tout autant traités dans les documents d'urbanisme. C'est-à-dire que ce catalogue de thèmes, localisation, implantation, déconstruction, densité, et reconstruction, performance environnementale et énergétique, etc. Enfin, je ne fais pas toute la liste, c'est pas forcément présenté dans ce sens-là ensuite dans les PLU, mais on retrouve ces grands thèmes ensuite dans les documents d'urbanisme locaux. Alors, hop. Justement, il est largement temps à la fois d'accélérer et de s'approcher de ces documents d'urbanisme. Alors là, je vais très vite. Donc, après un échelon national, le code, voilà, avec quelques focus. L'échelon local. Donc, l'échelon local, on va le voir, vous le voyez sur cette petite pyramide, d'une part, le schéma de cohérence territoriale, et puis plus bas, le plan local d'urbanisme communal ou intercommunal ou la carte communale. Mais voilà un autre exemple, vous voyez, de documents qui s'intercalent entre le code et le SCOT, ou éventuellement entre directement au-dessus du PLU, parce que tous les territoires, évidemment, ne sont pas non plus couverts par des SCOT. Donc voilà, donc, je vous en ai mis quelques exemples à gauche. Des directives paysagères, il y en a très peu, mais un autre membre actif des JJP, Maître Monami, avait attiré mon attention sur le fait que tout récemment, il y avait une directive paysagère qui avait été adoptée en fin d'année 2022 pour les vues autour de Chartres. Donc, c'est la 3e, il y en avait que 2 avant. Bon, voilà, je passe. Il y a ce qu'on appelle aussi des directives territoriales d'aménagement. Donc, c'est un outil qu'on ne peut plus élaborer maintenant, mais il y en a un certain nombre, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui ont été adoptés, dont par exemple une sur l'estuaire de la Loire, une sur l'estuaire de la Seine. Plus fréquentes, les chartes de parcs naturels régionaux, puisqu'aujourd'hui, on a 58 PNR sur le territoire français, qui représentent 19% du territoire. Ça couvre 19% du territoire français. Donc, ça veut dire que quand la commune est membre d'un PNR, la charte qui a été adoptée pour créer et ensuite faire fonctionner ce PNR, elle s'impose aux documents d'urbanisme qui sont en dessous, le SCOT s'il y en a un, ou le PLU directement s'il n'y a pas de SCOT. Mais encore une fois, je le rappelle, dans un rapport de compatibilité. Mais néanmoins, il faut en tenir compte.
c'est compliqué pour une commune de dire qu'elle va aller massacrer un certain nombre d'espaces naturels, alors que dans la charte du PNR, entre autres sur la commune en question, bien sûr, il y a un objectif de conservation. Voilà, donc il y a tout un tas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, moi, c'est ce que je dis aux étudiants, si demain vous allez travailler dans le champ de l'urbanisme, si vous partez n'importe où en France, il va falloir que vous refassiez votre menu de réglementation locale, parce que selon les territoires dans lesquels vous serez, vous aurez au-dessus du PLU, par exemple, des outils différents. Alors, j'avance pour arriver au cœur du sujet et terminer, essayer de terminer en une dizaine de minutes cette présentation. Donc, les deux documents de référence en matière de droit de l'urbanisme, hein, donc une fois qu'on descend à l'échelle locale ou aux échelles locales, je pense que vous les connaissez déjà de nom et peut-être même bien. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, ce sont des appellations qui sont nées de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, en 2000. Le SCOT a remplacé ce qu'on appelait avant le schéma directeur, et bien sûr, vous le savez, le plan local d'urbanisme a remplacé ce qu'on appelait avant le plan d'occupation des sols. Voilà, alors, ils ont des points communs et des différences. Donc là, il y a quelques commentaires sur ces points communs et ces différences. Le SCOT, c'est évidemment un document à l'échelle intercommunale, mais maintenant très souvent à des grandes échelles intercommunales, parce qu'il y a même très souvent plusieurs établissements publics intercommunaux qui sont couverts par un même SCOT. Je vous montrerai la carte du Maine-et-Loire voilà, très rapidement sans la commenter, mais vous verrez. Donc, c'est des documents à une très grande échelle intercommunale et qui ont vocation à s'appliquer sur une durée, on va dire, de 15 à 20 ans. Alors, voilà. Le PLU, on va le voir, est normalement lui aussi par principe intercommunal aujourd'hui. Depuis la loi Allure de 2014, le principe, c'est d'avoir un PLUI, donc c'est-à-dire un PLU unique pour toute la communauté de communes ou toute la communauté d'agglomération ou toute la communauté urbaine. Mais il est encore possible pour les conseils municipaux de s'opposer à ce passage au PLUI, ce qui fait qu'on l'a vu, il reste encore plusieurs milliers de PLU communaux. Et le PLU a, lui, vocation à s'appliquer sur une durée plus courte, puisqu'on va dire que c'est sur une durée de 5 à 10 ans. Bon, il doit faire l'objet d'une évaluation tous les 6 ans maintenant. Donc, qui dit évaluation, évidemment, on peut dire, bon, voilà, on ajuste en fonction de ce qu'on a évolué, de ce qu'on a évalué. Donc, voilà. Alors, la grande différence, ce n'est pas simplement la durée, ce n'est pas simplement l'échelle spatiale, c'est aussi la précision de la planification. Le SCOT est beaucoup plus grand, donc il descend moins d'un point de vue spatial dans les détails que le PLU, puisque le PLU, il descend à la parcelle. Dans un document d'urbanisme, communal ou intercommunal, tout mètre carré fait l'objet d'une destination juridique du point de vue du droit de l'urbanisme. On sait si on est, on va le voir, en zonage U, AU, voilà. Enfin, on franchit, voilà, quand on est sur le terrain, on franchit évidemment un fossé, on franchit un mur, on change de zonage. Parfois, il n'y a même pas besoin de franchir une limite parcellaire. Au sein même d'une même parcelle, on peut avoir un zonage urbain qui fait place à un zonage naturel, par exemple. Donc, voilà. Donc, c'est dire la précision d'un plan local d'urbanisme. Et donc, derrière, forcément, la grande différence, peut-être que ce sont des lieux communs, mais c'est que forcément, du coup, puisque c'est le document de référence pour le cadastre, par rapport aux parcelles, du coup, c'est le document opposable pour l'instruction des autorisations d'urbanisme. On n'instruit pas une demande de permis de construire sur la base du SCOT, on l'instruit sur la base du PLU, du PLUI, ou je n'en parle pas forcément en tant que tel, mais de la carte communale. Voilà, donc là, vous avez le petit schéma à droite qui rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le PLU doit être compatible avec le SCOT, mais par contre, le permis de construire ou le permis de démolir ou le permis d'aménager, lui, doit être conforme au permis de construire, au PLU. Donc voilà, juste la carte du Maine-et-Loire pour la jouer un peu locale. C'est juste pour vous montrer que sur le département du Maine-et-Loire, un département de taille, on va dire un peu standard, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 SCOT approuvés, et puis il y aura une évolution des périmètres de SCOT. Voilà. C'est pour dire l'échelle des SCOT. Je vous montrerai la même carte très vite après sur les PLU. Alors,
à nouveau un peu le petit jeu des ressemblances et des différences, je ne sais pas si c'est très pédagogique, mais entre SCOT et PLU. Il y a des pièces qu'on va retrouver de la même manière dans un SCOT et dans un PLU. C'est la même loi qui les a créées, la loi SRU. Je ne veux pas forcément faire le détail. Je vais plutôt vous montrer le contenu d'un dossier de PLU après, juste une icône, hein, tout simplement. Hein, mais voilà, il y a des choses. En gros, on retrouve dans les deux un rapport de présentation, enfin, en gros, un volet diagnostic, mais on retrouve aussi dans les deux un volet règlement. Hein, donc, le SCOT, même s'il est plus global, même s'il est plus stratégique, d'abord, il peut rentrer dans le détail d'un certain nombre de sujets, entre autres, par exemple, sur la consommation foncière, où là, par exemple, plus récemment, il va être un peu missionné sur les zones pour favoriser les énergies renouvelables. Donc, voilà aussi ce qu'on peut faire jouer comme rôle au SCOT. Donc, à la fois, il est plus global, mais il peut quand même être assez précis. Mais bon, encore une fois, il a la limite de ne pas être opposable aux autorisations d'urbanisme. Alors, bon, j'avance parce qu'effectivement, voilà, il me reste quelques diapos. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes. Voilà la structure classique, hein, d'un PLU. Hein, donc là, je laisse le SCOT de côté. Hein, donc, vous le voyez, un rapport de présentation. Et alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque document, mais un rapport de présentation qui est la partie diagnostique et un projet qui est véritablement le projet politique du territoire, hein, donc on appelle le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, qui sont donc des pièces essentielles, bien sûr, dans le PLU. Mais j'en profite tout de suite pour dire que, par contre, ces deux pièces-là ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme. C'est-à-dire que quand le service instructeur reçoit un permis de construire ou un permis d'aménager, il ne pourra se fonder juridiquement que sur les autres pièces. Je ferai un commentaire particulier pour les annexes. Puis donc ensuite, on a effectivement des pièces qui, là, sont opposables aux autorisations d'urbanisme, donc les OAP, donc des documents voilà, qui constituent plutôt des orientations, comme leur nom l'indique, qui sont là pour poser des principes d'aménagement, mais qui ont quand même une valeur opposable. Alors, opposable dans un rapport de compatibilité, hein, au passage, alors que par contre, le nerf de la guerre, bien sûr, se situe dans les règlements qui, eux, sont opposables dans un rapport de conformité. 10 mètres à l'égout, ce n'est pas 11 mètres. Une bande de recul de 2,50 m, ce n'est pas une bande de recul de 1,50 m. Voilà, c'est un peu l'urbanisme à la calculatrice qu'on voulait un peu laisser de côté à une époque, hein, pour aller vers un urbanisme de projet. On a l'urbanisme de projet avec les OAP, mais quand on regarde les PLU, l'urbanisme réglementaire un peu à la calculatrice, on l'a toujours, et peut-être même plus encore qu'avant, avec les règlements. Hein, donc, un règlement écrit, les articles, hein, par zonage, et puis un règlement graphique, bien sûr. Alors, hop, bon, là, je passe. Hein, ça, c'était la carte du Maine-et-Loire sur la manière dont… bon, voilà. Il y a 2 ou 3 ans, vous aviez encore un émiettement communal par rapport au PLU. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de PLUI, par exemple, sur le Maine-et-Loire. Alors, je m'approche de la fin pour ne pas affoler Blanche voilà, sur la tenue de l'horaire. Alors, au cas où vous n'auriez encore jamais ouvert un document d'urbanisme, hein, voilà, sinon vous le savez bien, il y a 4 grands zonages, hein, dans un PLU ou un PLUI. Alors, c'est la même chose, hein, tout ça, les deux, ça s'applique de la même manière. Donc, zonage U, AU, A et N. Donc, a priori, c'est simple, hein, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles. Évidemment, ce qui est moins simple, c'est que forcément, quand on rentre ensuite dans les sous-zonages, là, ça devient très, très compliqué parce que forcément, sur des grandes villes, par exemple, hein, vous pouvez avoir facilement 12, 15 sous-zonages en zone urbaine qui sont elles-mêmes sous-indicées avec voilà, une valeur patrimoniale, un risque inondation, une densité, enfin voilà. Bon, néanmoins, à la base, c'est quand même fait, pour être simple, hein, par rapport à ce qui existait, à la nomenclature qui existait avant. Depuis quelques années, les règlements de PLU, qui étaient avant, on va dire, basés sur 14 articles, ont été recomposés sur 3 grands chapitres. Hein, donc, voilà, un règlement de PLU doit expliquer
zone par zone, hein, donc zone par exemple UA, souvent c'est le centre-ville ou le centre-bourg, zone UB, zone UC, etc., etc. Il faut expliquer voilà, à quoi peuvent servir ces sols, hein, quels sont bon, il y a une petite faute là sur destination des constructions, il manque un S, mais voilà, qu'est-ce qu'on ne peut pas construire, hein. On parle de réindustrialisation, on a entendu Emmanuel Macron parler d'une grande réindustrialisation de la France, qui est évidemment très bien. Bon, après, où est-ce qu'on va pouvoir remettre de l'industrie? Alors, vous allez me dire en zone industrielle, oui, mais il y a aussi, par exemple, c'est intéressant, des friches industrielles qui sont plutôt centrales et qui offrent des potentiels fonciers, par exemple, pour accueillir de l'industrie. Mais évidemment, ça va de soi, pas de l'industrie lourde. On ne va pas remettre de la sidérurgie aux portes quasiment du centre-ville. Donc, je prends cet exemple pour dire que c'est le PLU qui va déterminer ce qui va être possible de construire en fonction de la partie de la ville ou du village. Hein, voilà, enfin, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait dire. Alors, un volet qui nous intéresse quand même souvent beaucoup, je pense, quand on est amateur d'environnement, de patrimoine, de paysage, évidemment, c'est tout le volet qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, donc des constructions, hein, de ce qu'on peut exiger en termes de construction. Et puis, il y a aussi un peu toute la partie tuyauterie, enfin, au sens large, hein, voilà, pour pouvoir faire fonctionner une ville. Il faut être raccordé, enfin, pour pouvoir faire fonctionner les constructions, il faut qu'il y ait des raccordements, voilà, aux équipements, au réseau, etc. Puis, il y a tout un régime juridique aussi sur les emplacements réservés. Bon, je vais bientôt m'arrêter, mais effectivement, quand on regarde un PLU, alors hein, certains font 200 pages, 300 pages, certains règlements de PLU, le PLU peut faire des milliers de pages sur les grandes villes, bien sûr, mais quand certains règlements de PLU font plusieurs centaines de pages, parce qu'à chaque fois qu'on a un grand zonage, on a un règlement spécifique, même s'il y a parfois un peu de copier-coller. Et c'est vrai que moi, j'essaie parfois de faire travailler mes étudiants sur l'écriture de la règle, en leur disant, bon, voilà un règlement, voilà l'objectif, comment vous réécririez un morceau de règlement pour atteindre cet objectif. Et effectivement, chacune de ces phrases, chacune de ces règles dessine la ville, hein, et d'où la difficulté que je salue, moi, à chaque fois, sincèrement, quand je vois des urbanistes, hein, à faire une écriture voilà, très fine. Bon, là, je pense que je vais squeezer cette diapo. Enfin, c'est juste pour rappeler que élaborer ou faire évoluer un PLU, c'est une procédure lourde et longue, hein. Et pourtant, aujourd'hui, les communes sont très, très souvent confrontées au besoin de faire évoluer leurs documents d'urbanisme, entre autres parce que, par exemple, il peut y avoir des recompositions territoriales. Bon, le Maine-et-Loire a été particulièrement touché par ça, entre guillemets, puisque le nombre de communes a diminué par 2 depuis la loi NOTRe. Donc, c'est le département record de France en termes de diminution de communes. Donc, derrière, les communes nouvelles ont parfois adopté de nouveaux PLU parce que dans leur fusion de communes, il y avait des communes qui n'avaient pas de PLU, par exemple, ou alors il y en a qui ont intégré des intercos différentes. Enfin, voilà. Donc, il y a des raisons de ce type qui ont fait remettre sur le métier le PLU. Puis, il y a aussi tout simplement les évolutions législatives. Donc, voilà, c'est un gros travail. Alors, j'en profite quand même parce que je sais que c'est important pour la Fédération Patrimoine Environnement. J'en profite pour rappeler que le Code de l'urbanisme pose une obligation de concertation avec la population. Bien sûr, pour une révision ou pour une adoption initiale, il y a une enquête publique à la fin, mais il y a aussi une obligation de concertation, hein, qui va permettre, idéalement, à la société civile, habitants, associations, entre autres, de se mobiliser, hein, pour tenter, bien sûr, d'abonder à la construction du projet territorial que va formaliser le PLU. Voilà. Bon, après, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. J'avais juste mis en diapo, en avant-dernière diapo, que tout l'enjeu du PLU, bien sûr, c'est entre autres de bien cadrer le régime des autorisations en droit des sols. Hein. Donc, je rappelle tout simplement qu'il y a 4 régimes aujourd'hui: déclaration de travaux, permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager. Je vous ai mis un petit visuel qui permet de voir dans quel cas. Voilà. Alors, là, on a avant tout de l'ADP, de la déclaration préalable. Voilà, et tout ça reposant sur des grilles, on va dire, de critères. Voilà, bon, c'était un petit peu ventre à terre. Merci beaucoup.
Je trouve que c'était très clair. Alors, j'ai juste une question sur quelqu'un qui demandait quel Oui, est le nom du professeur à Toulouse. Je crois que je crois que j'ai oui. trouvé, je ne sais pas si vous parliez de ça, j'ai retrouvé sur YouTube son cours d'introduction au droit de l'urbanisme. Grégory Calflèche, il C'est ça. s'appelle, professeur Calflèche. Voilà. Mais J'ai c'est vrai que retrouvé si vous voulez approfondir, oui, oui, pardon. un lien YouTube, je peux peut-être le mettre Oui, directement. Je ne oui, sais pas oui. si c'est exactement ça de ce cours dont vous parliez. Ben, en fait, en préparant un petit peu cette intervention-là, Oui, j'ai regardé ce qu'il y avait comme petite oui. vidéo en ligne aussi, et en fait, je suis tombé et j'ai vu qu'il avait, en fait, je n'ai pas regardé combien il en avait, mais il a un certain nombre de cours Oui. qui ont été filmés, et comme il a un ton assez dynamique, voilà, parce qu'il y a de tout, ce qu'on peut trouver en ligne. Oui, c'est sûr. Et puis c'est sûr qu'en plus, avec le droit de l'urbanisme, étant donné qu'il y a eu une réforme il n'y a pas longtemps et que enfin, faut trouver quelque chose de bien à jour et de. Bah oui, oui. Alors voilà, bah, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, Alors, je vous fais un petit peu enfin, je laisse les questions venir. Et puis sinon, je vous ferai aussi un petit peu le teaser, la bande-annonce du web atelier de la semaine prochaine. donc, Hop. tous nos web ateliers sont disponibles en replay pour nos adhérents. Hmm, Donc, d'accord. Alors, soit j'ai assommé tout le monde, soit c'était à peu près clair, ou voilà. n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Merci. Bon, c'était très clair, merci. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, je ne sais pas, sur l'articulation entre le droit de l'urbanisme et éventuellement d'autres droits. Alors, c'est vrai que la semaine prochaine, hein, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, on se focalisera uniquement sur le plan local d'urbanisme. On ne remonte pas directement. euh, voilà, parce que je vois qu'il y a comment travailler avec un. Voilà, faut la suivre. Alors, il y a des choses auxquelles je pourrais répondre, d'autres peut-être pas, hein. Comment travailler avec un urbaniste qui élabore le PLU communal. Alors moi, il y a des réponses, je vous les fais de manière un peu intuitive. Je dirais que tout dépend déjà de la place de l'urbaniste. Est-ce que c'est un urbaniste qui est dans la collectivité? Est-ce que c'est un bureau d'études voilà, qui a été recruté par marché public? Euh, c'est peut-être plus facile d'échanger avec un fonctionnaire territorial ou une fonctionnaire territoriale quand le PLU est élaboré en interne dans la collectivité. Mais en gros, ça, ce sont les grosses collectivités qui se le permettent puisqu'elles ont une ingénierie territoriale. Bon, après, quand je dis que voilà, c'est plus facile, bon, ce sont des gens qui sont très, très occupés. Le lien, je pense, avec l'urbanisme va se faire lors des temps de concertation qui sont prévus, puisque c'est donc une obligation légale, hein, pour élaborer ou réviser un PLU. Voilà, il faut prévoir des moments de concertation. Le menu est libre. La collectivité, l'interco, la commune peut faire un peu son menu en termes de concertation, hein, c'est-à-dire elle peut prévoir 3 réunions publiques, un flyer, une expo, mais peut faire ça, mettre un site internet, faire des balades urbaines. Enfin, là, c'est vraiment. Et je dirais que c'est surtout à ce moment-là, lors de ces temps d'échange et de temps de concertation, que peut se faire éventuellement l'échange avec l'urbaniste, s'il est présent, s'il il ou elle est présent, évidemment. Alors, quand c'est le bureau d'études, souvent, c'est lui qui anime les réunions de concertation. Donc, on va considérer que là, évidemment, les urbanistes sont présents. Voilà. Alors, ensuite, Il y a eu d'autres. et pour le coup, ça y est, c'est parti. Ouais, ça a donné des idées Alors, aussi. Alors, un un PLU PLU. adopté avant le SCOT et avant le SDRIF, quelles conséquences? Alors, donc j'imagine que vous êtes c'est quelqu'un qui est en Île-de-France par principe. Bah, après, l'idée, c'est que chacun de ces documents redescende bien à l'échelle du PLU ou du PLUI. Alors, ce que je n'ai pas là comme ça à froid, parce que je ne suis pas un bon technicien du droit, hein, je vous le dis tout de suite. Ce que je n'ai pas à froid, c'est le temps. Je ne sais plus ce que peut dire le Code de l'urbanisme en termes de délai pour se mettre en compatibilité avec le document du dessus, hein. En gros, même quand on n'est pas en région Île-de-France, évidemment, du coup, il n'y a pas de SDRIF, mais à partir du moment où un SCOT a été approuvé,
les PLU, PLUI doivent se mettre en compatibilité, hein, donc je ne dis pas en conformité, mais en compatibilité avec le SCOT. Voilà, donc c'est pareil bien sûr avec le SDRIF. Hein, donc l'idée, c'est on est bien dans un système de poupée russe, mais par contre là, je ne peux pas vous dire à froid quel délai la collectivité a pour se mettre en compatibilité. Je pense que c'est prévu par le Code de l'urbanisme. La loi littorale s'impose-t-elle également aux communes qui ne sont dotées d'aucun document d'urbanisme? Oui, heureusement. Voilà, alors, heureusement, au départ, hein, parce que en 86, quand la loi a été votée, j'imagine qu'il y avait encore beaucoup de communes qui n'avaient pas de POS à l'époque, et ensuite, peut-être encore un certain nombre qui n'avaient pas de PLU. Mais donc, la réponse, hein, en tout cas, c'est oui, oui. Alors, c'est du coup surtout à l'État de veiller à ce que soient préservés les grands espaces protégés par la loi littorale, hein, on va dire la bande des 100 mètres, les espaces littoraux remarquables, les coupures vertes, les espaces boisés significatifs. Hein, là, je prends les grands régimes juridiques qui sont des régimes essentiels de la loi littorale. Bon, maintenant, de toute façon, il n'y a plus d'enjeu par rapport à votre question, puisqu'en fait, le littoral est couvert à, je peux dire 100%, parce que c'est 99,8% par un document d'urbanisme. C'est-à-dire que, en raison des enjeux de pression foncière, touristique, économique, etc., sur le littoral français, du coup, toutes les communes, tous les territoires littoraux se sont dotés de documents d'urbanisme. Voilà, donc, bon, aujourd'hui, de toute façon, la loi littorale s'incarne dans les documents d'urbanisme. Après, elle doit respecter, les documents d'urbanisme doivent respecter, bien sûr, la loi littorale. Hein. Alors, il y a des marges de manœuvre. Hein. Par exemple, on peut descendre sous les 100 mètres, hein, alors que la bande des 100 mètres, c'est un peu je ne sais pas comment dire, hein, c'est le nerf de la guerre, hein, dans la loi littorale. Mais néanmoins, une commune peut descendre sous les 100 mètres si elle justifie que finalement, à certains endroits, en fait, il n'y a pas d'espace naturel à protéger dans la bande des 100 mètres, mais ça veut dire en général que du coup, par contre, elle pousse les 100 mètres bien au-delà, ailleurs. Hein, c'est-à-dire descendre sous les 100 mètres, c'est parce qu'on a fait un travail très très fin et que du coup, par exemple, on va aller bien plus loin à 200, 300, 400 mètres. En fait, on étend finalement à travers les espaces littoraux remarquables. Alors, je regarde. Un maire applique selon ses volontés les règles du PLU ou celles du SCOT. Que dit la loi? Je ne sais pas ce que vous appelez. Bon, il fait selon ses volontés. Il y a un principe de légalité. Hein. Alors, le principe de légalité, c'est que le PLU doit respecter, avec les marges de manœuvre que j'ai un peu évoquées, mais il doit respecter les lois du Code de l'urbanisme sur la loi littorale, sur aujourd'hui la maîtrise de la consommation foncière. Hein, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, toutes les collectivités regardent comment elles vont pouvoir optimiser les zones déjà urbanisées. Hein, alors, au passage, on pense au logement, aux zones de logement, aux zones d'habitat, mais il y a un travail aujourd'hui qui est lancé, peut-être même depuis des années, hein, dans certains territoires, sur les zones d'activité économique. Hein, parce qu'il n'y a pas que les grandes zones pavillonnaires qui peuvent être questionnées en termes de densité. On sait qu'on a nappé effectivement les territoires de grandes zones pavillonnaires pas très denses à une époque, mais vous le voyez bien, hein, il n'y a qu'à regarder à la sortie des villes, hein, c'est la même chose avec les zones d'activité économique. Donc je dis ça juste pour dire qu'aujourd'hui, le maire, bon, il est quand même dans un carcan législatif qui est assez fort. Alors après, oui, hein, je ne suis pas naïf. Voilà, de temps en temps, c'est sûr qu'il y a des autorisations d'urbanisme qui sont limites. À chacun de faire des recours si c'est nécessaire. L'État est censé assurer un contrôle de légalité, hein, à la fois sur le document d'urbanisme lui-même, mais aussi en partie, parce qu'ils ne peuvent pas tout regarder, en partie sur les autorisations d'urbanisme. Hein. Donc, il y a au passage, hein, les services de l'État ne le disent pas haut et fort, mais il y a dans chaque département des collectivités qui sont plus surveillées que d'autres, entre autres sur les questions d'urbanisme, parce qu'on sait que certains élus, certains maires, effectivement, ça rejoint ce que vous dites, hein, prennent plus de souplesse avec les règles que d'autres, mais voilà, il y a des possibilités de recours. J'espère que je réponds. Alors, est-ce qu'on a des exemples où la concertation, si on pouvait tous échanger, je suis sûr que, voilà, je vois Madame Tolini qui répond oui, heureusement. Voilà. Alors,
il y a des collectivités qui jouent vraiment le jeu de la concertation. Mais au passage, bon, une vraie concertation, c'est aussi chronophage. Voilà, ça, j'ai participé vendredi dernier à un autre c'était un web atelier, webinaire aussi, organisé par l'association des villes d'art et d'histoire et des villes historiques de Bretagne, qui est basée à Cesson-Sévigné. Et alors moi, j'y étais pour toute autre chose. Je présentais un jeu sérieux qu'on a inventé avec un collègue géographe, un jeu sérieux qui s'appelle La ville sous cloche. J'en fais un peu la promo au passage. C'est un jeu sérieux en droit de l'urbanisme et du patrimoine. Donc, c'est un jeu de plateau avec une boîte de jeu pour faire jouer les gens autour de 4 projets, construction d'une véranda, changement d'huisserie, etc. Et puis en fait, voilà, il faut qu'ils valident 9 étapes qui vont en gros de la découverte de la réglementation à la valorisation de leurs biens. Et je dis ça parce que, effectivement, l'un des intervenants, qui était un fonctionnaire territorial de la ville de Saint-Omer, dans les Hauts-de-France, expliquait tout le travail qu'ils avaient fait en termes de concertation. Mais il disait, ah non, pardon, je mélange, c'était l'animateur du patrimoine de Saint-Nazaire. Je reviens dans les Pays de la Loire. Et c'est l'animateur du patrimoine de Saint-Nazaire qui disait que la concertation qu'ils avaient faite, avec là je ne vais pas avoir le temps de les détailler, mais avec des dispositifs vraiment très originaux, de désignation des patrimoines, par exemple, parce que, évidemment, la concertation dans le PLU, ce n'est pas que sur les questions de patrimoine, c'est sur beaucoup de choses, mais leur avait pris à peu près 10 fois plus de temps que s'ils avaient, en gros, tout géré en interne en tant qu'expert. Voilà. Mais bon, à part ça, c'était un très bel exemple. Voilà, là, c'est d'ailleurs pas qu'une concertation liée à un document d'urbanisme, c'est une concertation permanente, justement, qui n'attend pas les échéances de la révision d'un PLU ou de l'élaboration d'un PLU. Alors, je vois quelle prise de conscience des enjeux environnementaux dans la profession. Alors là, je ne peux pas trop me prononcer au nom d'une profession entière. Moi, je ne suis pas moi-même urbaniste. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui pourraient témoigner, mais je pense qu'aujourd'hui, les bureaux d'études, cabinets d'urbanistes, etc., bon, ils sont quand même globalement très sensibilisés à ces enjeux environnementaux. Parce qu'ils sont eux-mêmes à leur manière les garants du respect de la légalité, c'est-à-dire qu'ils savent bien que pour sécuriser le PLU, il va falloir répondre aux exigences légales, donc alors, soit sur des espaces particuliers comme les espaces littoraux ou de montagne, soit par exemple aussi au travers de la trame verte et bleue. Voilà, donc c'est ajouté à ça plus récemment donc le zéro artificialisation nette, donc le zéro artificialisation nette, là, cette épée de Damoclès qui a été accrochée au-dessus des communes depuis la loi climat et résilience. C'est une expression à la fois un peu barbare, mais assez facile à comprendre. À terme, les collectivités devront arrêter d'artificialiser donc les sols agricoles, naturels, enfin, donc les espaces agricoles, naturels, forestiers. Alors, si elles continuent à en consommer un peu, comme c'est un zéro artificialisation nette, il faudra qu'elles en rétrocèdent, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elles rendent à la nature, à un sol naturel, des espaces qui avaient pu être déjà urbanisés. Donc, vous voyez, en fait, tout ça, que les urbanistes y adhèrent un peu par conviction ou qu'ils soient juste de bons professionnels censés fabriquer des PLU ou des PLUI conformes aux exigences légales. Voilà. Peut-être qu'après, par contre, en Corse, voilà, il y a peut-être… je vois que quelqu'un, merci pour celui ou celle qui a répondu, les PLU disposent d'un délai de 3 ans pour la mise en compatibilité avec le SDRIF. Ouais, c'est moi qui… Ah bah oui, merci. Voilà. alors, le résumé du web atelier, c'est… je ne sais pas si on va peut-être pouvoir avoir le diaporama de Monsieur de la Jartre. Oui, Oui. moi je peux. Voilà. On va aussi mettre avec le replay un lien pour avoir le diaporama aussi. Voilà. Ouais. Alors, Sur il le me reste site de Patrimoine Environnement.
Alors, il y Alors, a sur les arbres, est-ce qu'il y a disposition pour protéger les arbres remarquables comme il y en a pour les constructions architecturales? bien sûr. Alors, avant que finalement les questions n'arrivent, je commençais à faire la petite bande-annonce du Mhm. web atelier de la semaine prochaine, mais je veux quand même, on ne sait jamais, Monsieur Vernier est peut-être pas disponible la semaine prochaine. Alors, cela étant, on reparlera de ça, enfin, pas forcément que des arbres, hein, mais j'évoquerai quelques outils qui existent dans le code de l'urbanisme et qui permettent du coup à une collectivité locale, alors soit seule, soit poussée par les associations, hein, ça faut être clair, c'est souvent les assos qui vont un peu mettre la pression aussi à la commune ou à l'interco pour que soient à la fois identifiés différents types de patrimoine, hein. Donc, ce que je dirais la semaine prochaine, c'est effectivement que ça peut porter bien sûr sur le patrimoine culturel, le bâti, mais aussi le paysage, et aussi sur du patrimoine naturel, hein, donc entre autres des arbres remarquables, hein. Donc, pour vous répondre, il y a au moins 2 outils dans le code de l'urbanisme qui peuvent permettre de protéger des arbres remarquables. Donc, ce qu'on appelle les espaces boisés classés. Alors, il ne faut pas se faire avoir par l'expression, hein, espace boisé classé, ça peut tout à fait s'appliquer à un arbre tout seul, hein. Vous avez des arbres remarquables dans certaines villes qui ont été zonés, hein, identifiés, pastillés en espace boisé classé. Et donc, voilà, l'idée, c'est que c'est pas évidemment que l'arbre, hein, c'est on va prendre un espace nécessaire à la vie de l'arbre, hein. Alors d'ailleurs, ça a heureusement beaucoup évolué depuis quelques années parce que avant c'était en gros 1 mètre autour du tronc. Bon, aujourd'hui, il y a eu des travaux, heureusement, de fait qui ont porté le discours, hein, pour améliorer la protection des arbres. Je pense entre autres à ce que fait le CAUE 77, hein, qui est très très actif sur la protection des arbres, enfin sur tout ce qui peut faire l'amélioration de la protection des arbres. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on protège des arbres remarquables, l'idée, c'est pas de protéger juste le tronc, mais vraiment toute l'emprise racinaire de l'arbre ou la projection de son houppier au sol. Voilà. Et donc, l'espace boisé classé est une manière très forte, hein, de répondre, puisqu'alors là, ensuite, ça interdit tout changement de destination. Bon, il pourra y avoir des interventions sur l'arbre, mais il faudra qu'elles soient autorisées, bon, ne serait-ce que pour parfois l'entretien de l'arbre, ou malheureusement aussi parfois pour des raisons sanitaires. Donc ça, espace boisé classé, mais on verra aussi qu'on peut protéger les arbres, par exemple, au travers de ce qu'on appelle enfin, alors les éléments de paysage, je le dis pour la semaine prochaine, le L151-19, ou les éléments de la trame verte et bleue, le L151-23. Et puis, peut-être que j'aurai le temps de parler la semaine prochaine du fait que dans le code de l'environnement, il y en a qui doivent le savoir, il y a maintenant une obligation de protéger les alignements d'arbres. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas l'arbre remarquable seul, c'est les allées et alignements. Donc là, il y a eu toute une saga juridique autour de cet article dans le code de l'environnement, le L350-3. Donc voilà, donc ça aussi, c'est une manière de protéger non pas l'arbre isolé, mais en tout cas les allées et les alignements. Voilà. Et puis, alors, il y avait une autre question là sur la… L'intégration de la vulnérabilité des territoires au changement climatique dans les PLU. Alors, oui, avec qui prend l'initiative pour la réalisation d'un PLU Ah au oui, niveau… ah, bah, ça c'est le PCI compétent. Enfin, Voilà, tout à fait. Merci. Et puis, peut-être une dernière question. Quelle intégration de la vulnérabilité des territoires au changement climatique dans les PLU? Alors, je vous répondrai oui, c'est obligatoire. Bon, mais avec tout à l'heure un peu enfin, la même réponse, hein, c'est-à-dire bon, la marge de manœuvre, hein, enfin, comment dire, c'est pas tout à fait une obligation de résultat, c'est au moins une obligation de moyens pour les communes. Alors, bon, d'abord, c'est leur intérêt, hein, enfin, anticiper la vulnérabilité d'espace par rapport à un risque incendie, à un risque inondation. Enfin, moi, je pense à cela, mais bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir des risques aujourd'hui d'affaissement de terrain aussi avec les enjeux du réchauffement climatique. Et bon, alors, il y a la question du retrait des argiles, mais il n'y a pas que ça par rapport à la vulnérabilité des espaces. Alors, on a les euh, documents, les oui, PPR. oui, allez-y. Ouais, non, je sais pas si c'est ce que vous vouliez dire, non, sur les Oui, plans de protection face au risque d'inondation, au risque naturel. Ouais, je sais pas si c'est. voilà. Alors, bon, faut quand même savoir que de toute façon, les élus, et le maire en particulier, ou le président de l'Interco, d'abord peut voir sa responsabilité à la fois administrative, mais aussi pénale,
mise en jeu dans l'hypothèse où on pourrait considérer qu'il n'a pas suffisamment, ou que la collectivité n'a pas suffisamment anticipé. Bon, bien sûr, vous avez tous en tête le cas de la tempête Xynthia en 2010, où le maire, entre autres, de La Faute-sur-Mer, qui est la commune où il y a eu le plus de morts, il y a eu 29 décès dans sa commune, et donc il a été condamné. Alors, je n'ai pas suivi tout le contentieux, je ne sais pas, in fine, j'imagine que c'est allé jusqu'en cassation, et bon. Mais par exemple, en première instance, le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne, puisque ça, c'était le tribunal compétent, l'avait quand même condamné à 4 ans de prison ferme. Bon, je sais qu'ensuite, il avait fait appel et qu'il avait obtenu du sursis, ce que je trouvais bien dommage, parce que donc il avait été quand même jugé responsable et coupable, comme avait dit une ministre des Affaires sociales il y a longtemps. Il avait été jugé responsable et coupable de l'urbanisme sur sa commune. Et je dis ça parce que le plan de prévention du risque inondation en zone littorale n'avait pas encore été approuvé, mais il avait quand même été jugé que bon, il avait l'information que les zones sur lesquelles il avait accordé des permis de lotir étaient des zones dangereuses qui pouvaient être prises en cisaille entre rivière et mer. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, donc voilà, déjà, c'est une obligation parce que les élus peuvent être mis en cause d'un point de vue juridique par rapport à cette obligation, cette responsabilité. Puis alors maintenant, il y a quand même aussi, voilà, ce que disait Blanche, c'est-à-dire, de toute façon, l'État, surtout depuis Xynthia, a accéléré et a renforcé les exigences des plans de prévention des risques naturels ou technologiques. Alors, il y avait eu AZF en 2001 avec la catastrophe à Toulouse, l'explosion du site industriel, mais c'est surtout les plans de prévention des risques naturels qui se sont multipliés. Je ne sais pas combien il y en a, enfin, c'est plus de 8000 au moins. Et donc, ça renvoie un peu à ce que j'ai dit en première partie, c'est-à-dire que le plan de prévention du risque naturel, il doit être annexé au PLU. Donc déjà, il est intégré dans le PLU. C'est-à-dire que quand on ouvre un dossier de PLU, dans les annexes, on va trouver le plan de prévention du risque naturel inondation, par exemple, ou incendie. Et évidemment, la logique, c'est que si l'État a dit qu'il fallait ne plus urbaniser telle zone ou limiter fortement l'urbanisation ou limiter fortement, donc ça, par rapport à la question de la vulnérabilité, entre autres des logements ou des bâtiments de manière générale. Donc, c'est vrai que si l'État a posé des règles à travers le PPR, le plan de prévention, ayant en lui-même une valeur juridique et une valeur réglementaire, sa valeur juridique n'est pas liée au fait qu'il est intégré dans le PLU, il a lui-même une valeur réglementaire en tant que telle, mais néanmoins, comme il est intégré dans le PLU, bien sûr, la logique, c'est que la collectivité, en gros, transpose ce que l'État a retenu comme limitation à l'urbanisation dans le plan de prévention du risque naturel. Donc ça, c'est la logique. Mais oui, il arrive que certaines collectivités cherchent un peu à jouer sur certaines dérogations. Mais bon, globalement, quand même, il y a un avant Xynthia et un après Xynthia. Et moi, je travaille plus sur le risque inondation puisque j'habite dans le nord-ouest de la France, même si depuis l'année dernière, on a eu aussi droit à des incendies de forêt par chez nous, malheureusement. Mais c'est vrai que globalement, maintenant, voilà, il y a une conscience du besoin de s'adapter au changement climatique et d'anticiper effectivement l'augmentation des risques inondations ou des risques. Voilà. Mais il y a aussi des techniques. Je vois sur Angers, par exemple, en plein cœur de ville, dans une grande opération de renouvellement urbain, ils ont reconverti toute une zone d'entrepôt qui était sous-utilisée. Donc là, on est vraiment dans cette logique de densification de l'espace, mais densification dans une zone soumise à un risque inondation. Bon, l'État a accepté que du coup, cette densification, il y aura beaucoup plus de mètres carrés après qu'avant, et beaucoup plus de monde à y travailler ou à s'y loger. Par contre, toute la zone a été travaillée sur la base de déblais et de remblais. Donc, en fait, on a refait de la place à l'eau, puisqu'on est le long de la Maine. Donc, c'est vrai que si la Maine sort de son lit, cet hiver, ce n'était pas trop le cas, mais normalement, il y a des inondations chaque année. Mais si elle veut ressortir de son lit, finalement, elle aura plus de place qu'avant, parce qu'il y a des systèmes finalement de grandes noues, de grands espaces de crues en plein cœur de ville, parce que ça a été creusé pour que la Maine puisse s'y étendre.
Et les déblais ont été utilisés pour remblayer et remettre tous les bâtiments nouveaux à 1 mètre ou 1,50 m de hauteur par rapport à leur cote hygiène de départ. Donc, vous voyez, il y a aussi des solutions. Bon, là, par contre, on est sur des inondations de plaine, donc ce n'est pas des inondations dangereuses. Voilà, ce que je dis là, ce serait évidemment pas possible sur des inondations torrentielles comme il y en a dans certains coins. Voilà. J'ai l'impression que les questions, c'est bon. L'écho, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'écho. En tout cas, moi, Ouais. ça va. Moi, ça allait, mais bon, je suis désolé pour… J'espère que ça a été pour tout le monde. Alors, 34 965 communes étaient Oui, couvertes. c'est ce que j'ai trouvé, ouais. C'est énorme, parce que ça veut Ouais. dire en gros, toutes les communes françaises sont couvertes par au moins un plan de prévention du risque naturel. Mm. OK, bah, voilà, c'est très utile. Alors, le lien YouTube, alors la semaine prochaine, donc ce sera en replay pareil, mais donc ce sera pour nos adhérents. Donc n'hésitez pas à adhérer. Et voilà, sinon vous pouvez suivre en direct pour ceux qui peuvent, ce sera dispo. Voilà. Bon, bah, Et merci donc, beaucoup, monsieur de la Châtre, pour ce webinaire qui a été très intéressant, je crois, et très, très clair pour tout le monde. On se retrouve j'espère. donc la semaine prochaine pour la suite de l'aventure du PLU patrimonial. Voilà, Et même jour, même heure. voilà, Voilà. même jour, même heure, même sanction. Et, Et si vous venez la semaine prochaine, je pourrais vous donner des infos sur quelques documents qu'on a produits, parce qu'en fait, ce ouais. dont je vais vous parler, c'est vraiment le mot de la fin. C'est un sujet sur lequel on a travaillé quelques collègues pendant quelques années. On a même, pour égayer vos soirées d'hiver dans quelques mois, on a même fait un petit film documentaire sur le PLU patrimonial. Voilà. Mais évidemment, ce n'est pas ce que je vais vous présenter la semaine prochaine. Je vais quand même garder la parole. Voilà, bah, bonne soirée à tous, à toutes, et puis peut-être un mardi prochain pour une part d'entre vous. Merci Voilà. beaucoup. Bonne Bonne soirée, soirée. Blanche. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine.